Mathias Raymond. Mathias qui est économiste et universitaire ici à Montpellier et qui préside actuellement donc Acrimed. Acrimed, vous avez des documents là-bas sur la table, qui est un observatoire critique des médias qui a été créé en 1996 à l'initiative entre autres de Henri Malher et de Patrick Champagne, qui était à l'époque proche de Bourdieu. Ce mouvement en fait est né justement dans la foulée du mouvement social de novembre 1995 et la façon dont à l'époque les médias dominants avaient pris parti à la fois contre ce mouvement et cherchaient à neutraliser en fait l'expression de ces acteurs. Donc Mathias a d'abord coécrit avec Serge Alimi, Dominique Vidal et Henri Malher L'opinion, ça se travaille en 2000. Ensuite Les éditocrates ou Comment parler de presque tout en racontant n'importe quoi en 2009. Et enfin en 2014 les médias et les guerres justes entre guillemets. Et donc aujourd'hui, il nous revient avec ce court et incisif essai Au nom de la démocratie, votez bien, sous-titré Retour sur le traitement médiatique des élections présidentielles de 2002 et 2017. Effectivement, 21 avril. Lorsqu'on énonce ce chiffre, même pas besoin de parler de date, on sait qu'il s'agit du 21 avril 2002. Le grand frisson à l'époque, puisque pour la première fois, le candidat de l'extrême droite, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen, arrive au second tour, devançant de très peu le candidat de la gauche, Lionel Jospin, et en tête, Jacques Chirac, candidat de la droite, avec quand même moins de 20% des suffrages exprimés. On y reviendra, je pense. Que faire? Les médias dominants se retrouvent à l'époque à l'unisson avec Delfeil de Thon. Delfeil de Thon, qui nous avait pourtant habitué quelques années auparavant à un ton beaucoup plus persifleur dans Charlie Hebdo, et qui maintenant éditorialise un peu dans le Nouvel Obs. Et le 2 mai 2002, que nous dit Delfeil de Thon? Ne pas voter, c'est voter Le Pen. Voter nul, c'est voter Le Pen. Voter blanc, c'est voter Le Pen. Rebelote, 15 ans plus tard, avec au deuxième tour un certain Macron, qui se dit candidat ni de droite ni de gauche, et à nouveau l'extrême droite, cette fois-ci c'est la fille Marine Le Pen. Mais les leçons un peu de 2002 ont porté, au moins pour certains, puisque un certain nombre d'hommes politiques vont renacler cette fois-ci à jouer le jeu républicain. Donc, dans ce petit essai, en quelque sorte, c'est une pièce en 3 actes que va dérouler Mathias. Le choc, la mobilisation et ensuite la culpabilisation. Voilà comment se présente son petit bouquin. Maintenant, Mathias, à toi la parole. Bon, ouais. Merci d'être venu si nombreux. Alors, juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas, donc Acrimed, tu l'as dit, c'est une association de critique des médias qui a été fondée en 1996 au lendemain des mouvements sociaux de décembre 1995. Et notre travail, en gros, depuis, consiste à observer les médias, les critiquer et apporter, c'est quand même important de le dire aussi, des propositions de transformation de l'univers médiatique, du monde médiatique et des structures qui produisent l'information, en particulier la télé, la radio et la presse écrite. La critique des médias aujourd'hui, elle occupe de toute façon un champ assez large dans le milieu intellectuel, mais nous on se positionne dans une critique radicale des médias qui se rapproche de ce que peut faire, ce qu'ont pu faire Serge Alimi, Pierre Bourdieu, Noam Chomsky dans des univers un petit peu différents, donc une critique radicale plutôt anticapitaliste. Alors, pour revenir au sujet du jour, pourquoi ce petit livre? Ce petit livre parce qu'il semble que cette période de 2002, l'entre-deux-tours de 2002 et l'entre-deux-tours de 2017 sont des vers grossissants du fonctionnement des médias. Alors, comment fonctionnent les médias? On va dire qu'il y a un processus assez répétitif qui est celui de l'information dans un premier temps, ensuite d'une mobilisation de la part des journalistes, des médias, et ensuite une forme de culpabilisation.
ça, on peut l'ajuster par exemple aux mouvements sociaux et en particulier au mouvement récent des Gilets jaunes. Annonce d'une réforme libérale, mouvement de mobilisation des chefferies éditoriales, des médias, des grands journalistes connus pour le soutien de cette réforme-là, et ensuite culpabilisation des opposants à cette réforme, c'est-à-dire des manifestants, pour le dire simplement. Même chose lors des interventions militaires, tu parlais de l'opinion, ça se travaille, de ce petit livre avec Serge Alini, Dominique Vidal, pour une intervention militaire, alors occidentale, divulgation de l'infamie d'un régime, en Irak, au Kosovo ou ailleurs, mobilisation médiatique pour un pilonnage ciblé, cela va sans dire, et culpabilisation des pacifistes ou des opposants à cette intervention militaire. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse ici, pour une élection ou pour un référendum, rappelons-nous de celui de 2005 lors du traité constitutionnel européen, donc pour une élection, présentation d'un texte, présentation des candidats, mobilisation massive en faveur d'un texte ou en faveur d'un candidat ou en défaveur parfois d'un candidat, et culpabilisation des électeurs déviants, culpabilisation des candidats déviants, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans un périmètre bien établi. Alors, les médias, on le sait, ne sont pas tous semblables, il ne faut pas être forcément généraliste, mais durant les élections de 2017, le référendum de 2005, les mobilisations sociales de 1995, celui des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, les interventions militaires au Kosovo ou en Libye, eh bien, les médias fonctionnent comme des vers grossissants, ces périodes fonctionnent comme des vers grossissants. Les médias, à ce moment-là, se ressemblent et se confondent. Et sur les élections de 2002 ou de 2017, durant les entre-deux tours, eh bien, on a pu voir que de France Inter à RMC, de Charlie Hebdo au Figaro, de Mediapart au Canard enchaîné, la mobilisation en faveur de Macron ou en faveur de Chirac était unanime. Et que la culpabilisation des électeurs et des candidats qui étaient sceptiques à ce mot d'ordre, eh bien, elle était générale. Alors, ces événements nous donnent à voir donc, des dérives médiatiques. Ils permettent aussi d'interroger sur les conditions de travail des journalistes et sur la manière dont fonctionne ce petit monde médiatique. Alors, je ne reviendrai pas sur la responsabilité qu'ont les journalistes là-dedans, les journalistes vedettes, mais aussi les journalistes lambda qui tentent parfois de bien faire leur travail avec de nombreuses contraintes. Donc, sans surprise, en 2002, tu l'as dit, ou en 2017, le candidat d'extrême droite a été battu au second tour, laminé, comme s'en sont vantés les médias. Jacques Chirac, pour mémoire, a réuni plus de 25 millions d'électeurs derrière sa candidature, contre à peine 5,5 pour Jean-Marie Le Pen. Et Emmanuel Macron a engrangé 2 fois plus que Marine Le Pen en 2017. Donc le camp du bien a triomphé, congratulations générales. Mais à quel prix finalement? À quel prix et de quelle manière ce triomphe a-t-il été obtenu? C'est l'objet de cette discussion que l'on va avoir, c'est l'objet aussi de ce livre. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui peut être évoqué dans le bouquin, mais je voulais revenir sur 2 points, 2 formes d'injonction médiatique, celle du vote utile et celle qui se fait donc le vote utile auprès des électeurs évidemment, et celle qui se fait auprès des acteurs publics, des acteurs politiques, à faire bien voter, entre guillemets, évidemment, leurs électeurs. Alors, juste sur le vote utile, et je pense que c'est bien de rappeler un élément, tu citais Patrick Champagne tout à l'heure, et je vais moi aussi le citer, tordons le cou à une idée qui est une idée reçue, les médias ne font pas forcément les élections, et leur pouvoir est variable selon les conjonctures. Et je cite donc le sociologue Patrick Champagne. Ce que l'on appelle le pouvoir des médias pourrait bien être, pour l'essentiel, que le pouvoir de ceux qui ont un intérêt à croire et à faire croire au pouvoir des médias, et dont font partie, au premier chef, tous ceux qui participent du pouvoir des médias. Et à ce sujet, il y a un chercheur, Jacques Le Goec,
en sciences de l'information, qui souligne que s'il a été démontré que les messages n'agissent pas comme un stimulus pavlovien, qui suppose une réaction conforme à l'intention de l'émetteur, la croyance dans l'influence des discours sur le public se maintient. D'ailleurs, s'il faisait une élection, Édouard Balladur aurait été président en 1995. Le Monde et TF1 faisaient campagne pour Balladur. Donald Trump n'aurait pas été président des États-Unis, puisque les médias, l'ensemble des médias aux États-Unis étaient contre Donald Trump et ont soutenu Hillary Clinton. Et puis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le oui au référendum en 2005 l'aurait largement emporté si les médias faisaient une élection. Donc, partant d'élections, durant les référendums, les médias détiennent toutefois de nombreux pouvoirs et surtout le pouvoir de fixer un agenda politique. Autrement dit, ils influent sur ce à quoi il faut penser, mais pas nécessairement sur ce qu'il faut penser. Ils disposent aussi du pouvoir de consécration, de stigmatisation des candidats, et du pouvoir de révélation ou d'occultation des affaires. On va révéler des affaires à des moments précis. On pense évidemment à François Fillon, par exemple. Et donc, il n'est pas excessif de prétendre que ces pouvoirs ont été utilisés avec abus durant les entre-deux tours des élections présidentielles, ou même avant le premier tour de 2002 et de 2017. Le dimanche 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection. Si on va accuser les mauvais électeurs de ne pas avoir voté Jospin à gauche, on va aussi accuser les candidats trop nombreux, à gauche aussi, de s'être présentés. Si, alors là je cite Olivier Duhamel, professeur de sciences politiques, mais chroniqueur dans de nombreux médias, Olivier Duhamel qui dit « Si Taubira n'avait pas été candidate, ou Besancenot, ou Chevènement, il rêve. Disons-le clairement, si les électeurs de gauche n'avaient pas eu d'autre choix que Lionel Jospin, le Premier ministre aurait probablement passé le premier tour sans encombre. » Dans Le Point, on a Claude Imbert qui dit « La dispersion débile entre des figurants anecdotiques a contribué à faire glisser Jean-Marie Le Pen dans le tournoi comme un pitbull dans une portée de caniche. » Des figurants, au premier chef desquels on retrouve évidemment Arlette Laguillet. Selon Françoise Giroud, Arlette Laguillet, dans le Nouvel Observateur, virago borné, le nez dans son petit Trotsky illustré, appelant le malheur en France pour qu'il accouche de la Révolution. Ne pouvant se contenir, l'essayiste Jean-François Revel s'en prend lui aux Verts qui, je le cite, ne sont pas écologistes, ils sont mao-gauchistes et en économie alignent des âneries dignes d'Arlette Laguillet. Dans le même numéro du Point, Alain Finkielkraut rappelle pour lui que les Verts sont des agents électoraux du Front National. Le directeur du journal Le Monde, Jean-Marie Colombani, lui affirme que M. Le Pen n'est donc là que parce que Jean-Pierre Chevènement l'a permis. Et il ajoute, et que dire de Christiane Taubira, dont les voix auraient suffi à faire que la compétition du second tour reste ouverte et qui ne fut candidate que parce que, après tout, puisque tout le monde y allait de sa candidature, pourquoi ne pas y aller de la sienne? Et 2 jours plus tard, dans le Nouvel Obs, on cible cette fois Olivier Besancenot, je cite encore le Nouvel Observateur, avec ses 4,2%, le facteur de la LCR a réussi au-delà de ses espérances, mais en voulant donner une leçon à Jospin, il a contribué au succès de l'adversaire de toujours, le facho, etc., etc., etc. Les exemples comme ceci se comptent par dizaines. Et donc, après le choc du 2002 et l'ascension du candidat du Front National au second tour de l'élection présidentielle, il ne fallait plus que pareil drame ne se reproduise. Ainsi va naître un mot d'ordre électoral qui connaît une très grande réussite depuis le 21 avril, depuis le 22 avril du coup, 2002, c'est le vote utile. Alors moi j'ai compté cette occurrence dans les médias, l'occurrence du terme vote utile. Cette expression ne fut utilisée que 39 fois par toute la presse écrite et toutes les agences de presse entre le 1er septembre 2001 et le 20 avril 2002, c'est-à-dire sur 8 mois à peu près, que 39 fois. Par contre, il a été utilisé, ce terme vote utile, sur la même période, 1000 fois, plus de 1000 fois, du 1er septembre 2006 au 21 avril 2007. 1000 fois également avant le premier tour de 2012. Et 1500 fois
avant le premier tour de 2017. Alors par conséquent, maintenant, on rabâche à chaque élection ce slogan qui exempte tout candidat de défendre un programme ou des idées, puisqu'il y a un seul vote utile et des votes donc inutiles. Et ce matraquage est d'autant plus médiatique que politique, et autant médiatique d'ailleurs que politique. Éditorialiste, et en 2007 ou en 2012, et dans une moindre mesure, on va y venir en 2017, éditorialiste et socialiste brandissent comme un étendard cette formule en faisant peser la menace de l'abominable Le Pen sur les épaules de tout électeur hésitant. Et j'ai retrouvé un texte de Charb dans Charlie Hebdo où il disait la chose suivante. Il résume très bien la situation. Combien de jeunes électeurs se sont laissés berner par ce mot d'ordre apparemment de bon sens, il faut voter utile? Combien de citoyens ont voté contre leurs idées, conditionnés qu'ils étaient par la propagande des cons? L'assommante rengaine de toutefois du vote utile a fonctionné tant bien que mal en 2007, en 2012, puisque Royal puis Hollande atteignent sans encombre le second tour. Mais en 2017, tout devient plus compliqué, car le candidat du PS, Benoît Hamon, n'est pas vraiment celui escompté par les médias. On aurait préféré dans les médias que ce soit Manuel Valls, hein, avouons-le. Et surtout, les sondages donnent vite Emmanuel Macron comme le candidat qui peut affronter au second tour soit Marine Le Pen, soit François Fillon, mais disons, il est à égalité avec Fillon et Le Pen. Donc, étrange paradoxe, puisqu'il devient utile de ne pas voter pour le PS. Aussi, des électeurs de la primaire socialiste, des cadres du Parti socialiste, incités par des sondages, donc là il y a vraiment un effet de prophétie créatrice, fuient leur propre camp, fuient leur propre candidat. Pourtant, au début de l'année 2017, alors que les médias et les sondeurs voient l'horizon du premier tour comme incertain, ils n'hésitent pas, pour certains du moins, pas tous, à supplier Jean-Luc Mélenchon de laisser sa place à Benoît Hamon. Alors, faisant fi des différences structurelles des deux mouvements, des deux programmes des deux candidats, nombre de journalistes ont combattu l'acharnement du leader de la France insoumise, Mélenchon, à vouloir se maintenir pour l'élection présidentielle. Et à ce sujet, on doit à Laurent Geoffrin un éditorial paru le 30 janvier 2017 dans Libération, qui à mon avis restera dans les annales de la prospective politique, tant il illustre le délire sondomaniaque qui s'est emparé des médias, et en particulier la manière dont sous son influence les journalistes ont écrit n'importe quoi. Je le cite, vous allez voir, c'est Gratigné. Un sondage Kantar-Sofres One du Figaro vient aussi contredire l'argument de l'efficacité électorale. Il y a quelques jours, Mélenchon ironisait un peu comme Malraux jadis sur le thème « Entre moi et Macron, il n'y a rien ». Patatras, l'enquête publiée hier donne 20 points à Macron, 10 à Mélenchon et 15 à Hamon. Entre les deux candidats du centre-gauche, Macron, et de l'extrême-gauche, Mélenchon, il y a un socialiste élu par près de 2 millions de personnes et nanti d'un capital sondagier. S'il fallait un jour choisir le champion d'une gauche hypothétiquement réunie, celui du PS serait évidemment mieux placé que Jean-Luc Mélenchon. Bien entendu, Mélenchon refusera de se désister quoi qu'il arrive, mais alors l'électeur risque de se poser une question toute bête. À quoi sert Mélenchon? À faire perdre la gauche? Très vite, dans la compétition que les sondages organisent, Mélenchon passe devant Hamon. Et il rejoint les chevaux de tête, les trois autres. Et là, Geoffrin est silencieux. Il ne supplie pas le candidat socialiste de se retirer et ne pose pas, je le cite, sa question toute bête, à quoi sert Hamon? À faire perdre la gauche? Alors, justement, Mélenchon, en 2017, il est porté par plus de 7 millions d'électeurs. Et donc son point de vue, lors de l'entre-deux tours, est attendu. Son analyse, on attend sa consigne, on ne sait pas ce qu'il va dire. Et ses soutiens sont interrogés. Et dès qu'il donne une consigne, à savoir aucune voix ne doit aller au Front National,
mais ce n'est pas la bonne consigne. Et dès qu'il développe son point de vue, je le cite, je cite ce que dit Mélenchon, « Ma position, ce n'est pas ni, je ne voterai pas Front National, je combats le Front National, et je dis à tous ceux qui m'écoutent, ne faites pas la terrible erreur de mettre un bulletin de vote pour le Front National, car vous pousseriez le pays à un embrasement général. » Dès qu'il dit ça, on l'enjoignit de se prononcer sur ce qu'il allait faire, lui, personnellement, le 7 mai 2017. Dans la presse, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, partout. Du canard enchaîné, pour lequel Mélenchon campe, je cite, sur un non-choix ronchon, en n'appelant pas à voter Macron, à Yann Moix sur France 2, je le cite, il nous a prouvé qu'il n'était ni démocrate ni républicain, on s'aperçoit que c'est un petit dictateur de carton-pâte. En passant par des tweets de Fabrice Arfi de Mediapart, pour qui Mélenchon serait un irresponsable et un aigri, ou ceux d'Edoui Plenel, alors qu'une majorité des sympathisants de la France Insoumise ont choisi de voter blanc ou de s'abstenir, le directeur de Mediapart tweet « Bilan d'une sidérante absence de pédagogie antifasciste, 65% des Insoumis disent ne pas vouloir voter contre Le Pen. » On peut aussi réécouter Laurent Ruquier dans On n'est pas couché sur France 2, je le cite, « Mélenchon, c'était bien de piquer des électeurs de Marine Le Pen au premier tour, mais ça aurait été mieux de ne pas aller lui rendre au second tour. La 6e République, ce n'est pas pour demain, mais un deuxième Vichy, ça peut être dans 8 jours. » Alors le constat est sans équivoque, les médias, les journalistes sont enragés, et durant cet entre-deux-tours, ce qui est assez intéressant, qu'il n'y en avait pas en 2002, puisque, à part Arlette Lavilliers, mais qui n'avait pas été interviewé ensuite, aucun candidat éliminé du premier tour s'était prononcé pour l'abstention ou le vote blanc. À gauche, tous ceux qui étaient à gauche de Jospin avaient appelé à voter Jacques Chirac. Là, c'est pas le cas, et notamment donc, autour de Jean-Luc Mélenchon. Donc on va interviewer ici Raquel Garrido de la France Insoumise, ici Alexis Corbière, ou Jean-Luc Mélenchon lui-même. Alors je ne vais pas revenir sur tous ces entretiens, mais ces entretiens étaient constitués sous des formes de guet-apens. C'était assez intéressant, vous pouvez les retrouver sur YouTube ou sur Internet. Juste par exemple, quand Léa Salamé interview Alexis Corbière durant cet entre-deux-tours, donc c'est le 3 mai 2017 sur France Inter, elle dit la chose suivante. 2 tiers des insoumis qui ont voté à la grande consultation voteront blanc ou s'abstiendront. Est-ce que ça veut dire que ces 2 tiers des insoumis qui ont voté cela, que ce soit Macron ou Le Pen à l'Élysée, c'est la même chose? Puis elle insiste, vous allez voter pour qui, Alexis Corbière? Pour finir par une phrase, une question qui a fait sa renommée d'intervieweuse, et si tout le monde s'abstient ou vote blanc, qui gagne? C'est vrai qu'avec ce genre de questions, on va aller loin, on va plus même se dire, et si tout le monde meurt, qui gagne? Donc, bon, on a ce type de questions. Rutel Krief avec Garrido, c'est à peu près du même type. Et Anne-Claire Coudray, sur TF1, dans le JT de TF1, elle reçoit Jean-Luc Mélenchon, et pareil, ce sont des questions comme ça à sens unique. Pour qui vous allez voter? Il y a un second tour. Est-ce que pour vous, Marine Le Pen, c'est comme Macron? Par contre, vous reposez la question, mais vous êtes prêt à voter blanc. Comme vous ne dites pas pour qui vous allez voter et que vous ne voterez pas pour les Pen, est-ce que vous avez envisagé de voter blanc? Etc., etc. On pose plein de fois la même question. Plus habile a été finalement Gérard Miller, qui lui, qui soutenait Jean-Luc Mélenchon, quand il a été invité sur France 5 dans l'émission, je crois que c'est à vous. D'entrée, on l'interroge sur ce même thème. Alors, vous allez voter pour qui et tout. Lui, d'entrée, que vous évitiez de continuer à me poser la question, je vous le dis, je vais voter Macron. C'est bon, maintenant on peut discuter. On peut discuter d'autres choses, parce que si vous ne dites pas que vous allez voter Macron, on va vous demander, mais pourquoi vous ne votez pas Macron? Un exemple, cette fois, non pas avec un soutien de Mélenchon, mais avec Jean-Pierre Elkabbach, qui reçoit Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. La CGT qui ne donne pas de consigne de vote à ce moment-là. Donc Elkabbach dit, qui ne donne pas la consigne de vote souhaitée par les médias. Vous demandez aux militants de la CGT de faire barrage à l'extrême droite, de ne porter aucune voix sur Marine Le Pen, alors il faut voter blanc, il faut voter nul, il faut s'abstenir. Et tandis que Martinez ne cesse de répéter « aucune voix ne doit aller au Front National », Elkabbach insiste. Vous dites, Philippe Martinez,
voter, c'est un droit qui a été douloureusement acquis dans l'histoire. Alors là, il faut voter pour qui? Et Martinez tente à nouveau de réexpliquer. Écoutez, je vous répète notre propos. On ne peut pas se plaindre tous les 5 ans à 20h05 quand on voit apparaître la photo du candidat et ensuite dire c'est alerte générale et le lendemain tout oublier. Il y a besoin d'expliquer. Al-Kabash le coupe. On ne comprend rien à ce que vous dites. Martinez, la CGT est le pire ennemi du Front National. El-Kabash, montrez-le. El-Kabash ensuite revient à la charge. Ne pas choisir, comme dit Emmanuel Macron, c'est choisir et favoriser Le Pen, celle que vous condamnez. El-Kabash encore, pour la CGT, un Emmanuel Macron et une Marine Le Pen, c'est les deux faces d'un même mal. Non, vous ne m'avez pas compris, dit Martinez. El-Kabash, qui mime le geste de la main qui met un bulletin dans l'urne, lui dit « c'est parce que vous n'avez pas l'audace ou le courage d'aller jusqu'au bout ». Et il ajoute « donnez une chance à celui qui peut arriver et qui fera une politique sociale un peu différente ». Bref, quoi qu'on pense de l'orientation politique des invités qui sont ici soumis à la question d'une certaine façon, on en apprend moins sur leurs idées que sur celles des journalistes politiques finalement et des intervieweurs et sur le comportement qu'ils adoptent en général face à ceux qui n'entrent pas dans le périmètre restreint des discussions conformes à la doxa dominante. Alors, on aurait pu aborder d'autres points, notamment le mépris aussi qui peut se produire lorsque l'on interviewe un candidat, lorsqu'on interviewe, pas forcément qu'un candidat, d'ailleurs un syndicaliste ou un adversaire politique. Et pour conclure, j'aimerais juste dire quelques mots en sortant un petit peu du cadre juste des médias, puisque ce sujet ne touche pas que le cadre des médias, il touche la politique en général. L'élection présidentielle de 2002, elle a ouvert, disons, un nouveau cycle dans la vie politique française, c'est-à-dire que le FN est devenu un acteur majeur, un acteur central, parce que son ascension au second tour garantit la victoire de ses adversaires. Alors que ces derniers ne sont pas forcément soutenus par ceux qui vont voter pour eux. Et là, on peut se rappeler ce que tu disais tout à l'heure, hein, exactement, au premier tour de l'élection de 2002, Jacques Chirac réalise à peine 19,88% des suffrages exprimés, c'est-à-dire 5,7 millions d'électeurs. Voilà. Et en 2017, Emmanuel Macron fait 24%, soit 8,6 millions d'électeurs. En comparaison, entre les deux, Sarkozy fait 11,5 millions d'électeurs, 31,20%, et Hollande, au premier tour, hein, fait 10,5 millions d'électeurs, 28% des gens qui ont voté. Donc, si on remonte même plus loin, en 88, Mitterrand, il fait 34,11% des suffrages au premier tour. Alors 95, c'est un peu particulier, puisqu'il y avait Chirac et Balladur, donc qui se sont divisés les voix, mais qui se sont toutes rassemblées derrière Chirac au second tour. Donc au regard de ces résultats du premier tour, il n'est pas excessif de dire que ces résultats, que ces élections finalement de Chirac et de Macron sont des hold-up. Ils ont été élus par effraction. Et on peut dire qu'en 2002, finalement, il n'y a pas eu trop de conséquences à ce hold-up, à ces élections, et dire que finalement le mouvement des Gilets jaunes d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi le fruit de ce hold-up, de cette élection-là de 2017. Surtout au regard de ce qu'on a pu dire tout à l'heure à propos du vote utile. Est-ce que tous ceux qui ont voté au premier tour pour Emmanuel Macron l'ont fait par adhésion? Pas certains. Et est-ce que tous ceux qui, au second tour, ont voté pour Emmanuel Macron l'ont fait par adhésion? Pas certains, et encore moins certains. Donc les scores du FN, donc aujourd'hui le Rassemblement National, verrouillent l'ordre social et interdisent finalement toute discussion politique. Depuis le début des années 2000, les médias, les porte-voix des médias et de l'ordre dominant se préoccupent plus de savoir qui peut battre le candidat de l'extrême droite que de discuter des politiques qu'on pourrait mettre en œuvre dans le pays pour combattre le Front National et pour combattre les idées du Front National. Alors, désignés par des sondages, quelques mois, voire même quelques années plus tôt, les vainqueurs des médias sont surtout ceux dont les politiques font grimper en plus de scrutin en scrutin le score du Front National.
dont il faudra encore une fois battre le candidat au second tour. Et alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ben, à chaque fois, ça fonctionne de la même façon. Le rappel à l'ordre de l'entre-deux-tours a pour fonction d'effacer le désastre du premier. C'est ce que essaye de montrer ce livre. En gros, la récréation est terminée, nous dit-on, après le premier tour. Désormais, au nom de la démocratie, il faut voter, mais il faut surtout bien voter. Que ce soit les dirigeants politiques ou une partie des médias, considèrent le peuple comme un enfant, finalement, qu'on réprimande quand il se comporte mal, et que, finalement, on rappelle à l'ordre. Un rappel à l'ordre, on gronde, finalement, quand il fait ce qu'il ne faut pas. Il y a une citation de Jacques Dion, qui est un journaliste à Marianne, qui dit en 1992, les Danois ont voté contre le traité de Maastricht. Ils ont été obligés de retourner aux urnes. En 2001, les Irlandais ont voté contre le traité de Nice. Ils ont été obligés de retourner aux urnes. En 2005, les Français et les Néerlandais ont voté contre le traité constitutionnel européen. Celui-ci leur a été imposé sous le nom de traité de Lisbonne. En 2008, les Irlandais ont voté contre le traité de Lisbonne. Ils ont été obligés de revoter. Et en 2015, les Grecs ont voté à 61,3%, ce qui n'est pas rien, contre le dénouement, le plan d'amaigrissement de Bruxelles, qui leur a été quand même infligé. Les médias étaient plutôt favorables au traité qui allait dans le sens de la construction européenne telle qu'elle se faisait jusqu'alors. Et dès que les électeurs se sont mal comportés, ils ont été réprimandés à la fois par les médias et puis par les politiques. Le travail d'Archimède, c'est d'observer les médias, de critiquer les médias. Mais ce qu'on dit toujours, c'est que si on veut transformer les médias profondément, il faut transformer la société, il faut transformer le système, alors le système économique qui produit ces médias-là. Le poids de la publicité dans l'information, la mainmise, vous avez la carte, vous savez, la carte du parti de la presse et de l'argent, la mainmise des entreprises sur les médias. Ces choses-là, c'est des choses qu'il faut transformer, et donc il faut transformer la société si on veut changer les médias. Mais on se dit aussi que si on veut transformer la société, il faut aussi transformer les médias. C'est voilà, cercle vicieux et cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il faut aussi combattre les médias aujourd'hui tels qu'ils sont, les affronter. Les médias ne font pas une élection, mais ils ont le pouvoir, on l'a dit, hein, de prescription, d'encadrer un débat, d'encadrer des discussions, etc. Et ils influencent surtout ceux qui croient aux médias qu'ils consultent. Entourage aussi, j'ai des copains voilà, qui écoutent France Inter, qui lisent Libération, qui lisent Télérama. Je leur dis, mais en fait, cette adhésion à ces médias-là, Télérama, France Inter, Libération, va vous influencer finalement plus que quelqu'un qui, comme vous, vraisemblablement, est en retrait des médias, même si peut-être vous regardez le JT de TF1. Et là-dessus, il y a des études qui ont été menées, alors surtout aux États-Unis, sur la réception des médias, et on se rend compte que c'est les catégories socio-professionnelles, les classes moyennes, ou voire même les classes supérieures, qui sont plus influencées par les médias qu'ils consultent que les classes populaires, qui rejettent en bloc, parfois sans vraiment faire de critique spontanée, ou de critique fondée des médias, mais qui rejettent en bloc les médias, alors que de l'autre côté, on va être beaucoup plus influencé dans les classes moyennes parce qu'on adhère à un journal, on est abonné à ce journal. Donc comme on est abonné, ben, je ne suis pas abonné pour rien, donc j'y crois, je le suis, je le soutiens, etc. Donc on va être beaucoup plus abonné. Finalement, moi le premier, je vais être influencé par le monde diplomatique. Parce que j'y suis abonné, parce que je le lis. Et je pense que c'est une bonne chose. Cette réception-là, elle marche auprès des gens qui sont militants, en fait, entre guillemets, qui sont actifs dans leur consommation des médias. Finalement, les élections présidentielles, c'est une bonne chose. Le monde politique en France est régi par l'élection présidentielle et par la Ve République. C'est le fonctionnement de la Ve République qui oriente à la fois les choix politiques, qui fait que le fonctionnement de la politique est ce qu'il est aujourd'hui. En plus d'avoir mis l'élection présidentielle avant l'élection législative, ça amplifie ce phénomène de personnalisation, de personnification de la politique. Et puis la durée du mandat. Finalement, quand on était... moi je me souviens quand il y a eu ce référendum, je crois même pas que j'étais allé voter parce que c'était pas
très emballant, voter pour le quinquennat, voilà, j'avais pas voté, mais finalement avec le recul on se dit que c'est une grande erreur de passer au quinquennat. Parce que maintenant on est en campagne, dès le lendemain du premier tour, vous avez toujours un sondage qui s'ouvre, dès le lendemain du second tour, vous avez un sondage, que feriez-vous si demain il y avait à nouveau des élections? Donc on est quand même dicté par ce rythme-là. Les sondages influent maintenant tellement sur la vie politique. Tous les jours, on a un sondage qui sort, que ce soit sur les élections présidentielles ou sur d'autres sujets. Et il faut voir comment sont constitués ces sondages. Je ne dis pas qu'ils sont tous mal faits. C'est quand même beaucoup de sondages faits par Internet, donc ils sont biaisés. Donc il faut avoir Internet, il faut utiliser Internet pour pouvoir répondre aux sondages, etc. Et ça influe sur les réponses, et ça influe ensuite sur l'électeur. Voilà, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, on peut évidemment discuter de tout ça.